Notre cerveau est un organe formidable. Malheureusement, il est loin d'être parfait, et les études sur son fonctionnement, les sciences cognitives, le démontrent à foison. Confronté à des problèmes, il a mis en place des stratégies pour les résoudre, notamment des raccourcis de pensée qui sont spontanés et inconscients. Souvent très utiles, ces raccourcis peuvent parfois nous faire mal interpréter les choses. Ils sont également des leviers privilégiés pour ceux qui voudraient orienter notre interprétation et par extension, nous manipuler. La manipulation par l'utilisation de biais cognitifs. La manipulation permet d'orienter la conduite de quelqu'un ou d'un groupe dans le sens désiré et sans qu'il ne s'en rende compte. En effet, nous possédons tous des mécanismes préenregistrés, les biais cognitifs, plus ou moins puissants mais qui entraînent un comportement bien défini. Bien que cela dépende des gens, nous parlons ici d'une généralité. La communication visuelle peut utiliser des mécanismes de manipulation plus ou moins connus pour séduire, suggérer ou encore déclencher des actions chez les spectateurs. Ainsi, certains procédés de manipulation peuvent être utilisés dans les images. Le choix des mots dans la manipulation. Les mots peuvent créer un univers autour d'eux et ont un fort pouvoir. En effet, le cerveau fait des liaisons, et si l'on donne plein de mots en rapport avec un autre sans jamais l'évoquer lui-même, par exemple en évoquant des mots du champ lexical de la montagne sans jamais parler de montagne, une grande partie des gens pensent avoir vu le mot en question. Ici, le mot montagne. Cependant, les mots n'ont pas uniquement un pouvoir de liaison et de création d'univers. Ils peuvent réellement changer des comportements, des perceptions. Voici 2 exemples qui appuient ce fait, qui montrent que l'utilisation des bons mots, sur une affiche par exemple, peut faire toute la différence sur le caractère manipulateur de celle-ci. Une expérience nichée dans une longue étude américaine et publiée en 1996 par le Journal of Personality and Social Psychology montre qu'il est possible d'activer des stéréotypes ancrés en nous par les mots et ainsi de déclencher inconsciemment des comportements spécifiques. Le fait de lire des mots en rapport avec la vieillesse a poussé inconsciemment des personnes à marcher plus lentement. Aussi, un champ lexical de marathon a eu l'effet inverse. Les participants ont augmenté leur vitesse de marche. Cette expérience a été reprise et a eu les mêmes résultats. Une autre expérience réalisée dans le cadre de l'émission Brain Games, une émission américaine traitant de l'exploration de différents aspects du cerveau humain et faisant appel à de nombreux experts en sciences cognitives, neurosciences et psychologie, montre que les mots peuvent influer sur nos perceptions. Les résultats de cette expérience prouvent que les mots utilisés pour former une question à propos d'un même événement influent sur les ressentis de cet événement. Ainsi, les spectateurs ayant vu le même accident de voiture trouveront que la voiture allait plus vite si la question est « à quelle vitesse la voiture a-t-elle fracassé l'autre ?» plutôt que la question « à quelle vitesse la voiture a-t-elle percuté l'autre ?» La différence de vitesse perçue est significativement différente selon la question posée. Cette manipulation de la perception peut aussi être mise en place par l'image. Sur les emballages de nourriture par exemple, les images peuvent faire ressentir un goût différent. Cela a notamment été démontré dans une expérience à l'école hôtelière de Genève. Ainsi, le choix du packaging a un rôle sur le goût que vont percevoir les consommateurs. L'importance de l'émotion. Le visuel a davantage la capacité de susciter l'émotion, tandis que le textuel engendre plutôt la pensée rationnelle. Certaines études, comme celle de Lyer et Oldmeadow en 2006, prouvent ce fait.
Ces biais émotionnels peuvent donc être utilisés à des fins de manipulation puisqu'ils peuvent perturber la prise de décision. La manipulation par l'émotion est notamment observable entre autres à travers les cas de la santé, de la sécurité et des œuvres caritatives. La majeure partie des recherches sur le sujet avance que la manipulation a un impact si elle parvient à susciter des émotions dans le public. Les campagnes de sensibilisation pédagogique qui s'appuient sur des messages textuels sont désormais remplacées par d'autres qui s'appuient sur les images. Ce changement montre que l'information pure n'est pas suffisante pour captiver l'attention du spectateur et ainsi garantir la réussite d'une campagne. Le spectateur doit davantage être séduit, un point fort du matériel visuel. Ainsi, pour les associations, il a été remarqué que les statistiques poussaient moins aux dons que des renseignements sur un individu. Il faut donc faire appel à la pitié, à la compassion et aux sentiments en général. Ces sentiments ont par ailleurs tendance à diminuer quand on se focalise sur plus d'une personne. Ainsi, dans un bon nombre d'affiches d'associations, une unique personne est décrite, avec son histoire et ses problèmes. Cette victime identifiée peut entraîner un sentiment de détresse chez le spectateur et ainsi motiver le don. Les images ont un plus fort pouvoir que les chiffres, même si ceux-ci sont impressionnants, car l'image fait appel à l'émotion et apporte un contrepoint à la statistique en séparant le rationnel de l'émotif. Une information qui ne fait pas appel au sentiment n'a plus de sens et ne permet pas le jugement et la prise de décision. Aussi, il a été démontré que le type de victime identifiée a lui-même une influence sur le don. Les enfants suscitent plus de dons, et c'est une des raisons pour laquelle ils sont davantage représentés sur les affiches. L'émotion et le contenu de l'image ne sont pas les seuls facteurs de don. Compte également la manière dont on s'identifie et se positionne par rapport à elle. Ce sentiment de culpabilité face à la victime identifiée pousse les spectateurs à adopter un comportement altruiste. Aussi, la peur est aussi une émotion mise en avant par exemple dans les campagnes de sécurité routière. En montrant un accident choc, on peut altérer la conduite des gens et les faire conduire moins vite. Le même phénomène est observable avec le jeu du pile ou face par exemple. Si face est tombé 6 fois, la plupart des gens sont persuadés que c'est pile qui tombera la fois suivante, alors que les probabilités sont toujours d'une chance sur 2. Le jugement n'est donc plus logique, mais se base sur quelque chose que l'on a vu précédemment. La peur est aussi un sentiment utilisé avec les campagnes anti-tabac. De nos jours, les campagnes de santé, comme celles qui sont anti-tabac, n'utilisent pas que la peur, mais aussi et surtout le dégoût. Le pouvoir des images qui le suscitent a été mis en avant grâce à l'étude de Kitzinger en 1995 notamment. Cette étude s'appuyait sur les campagnes de sida en Grande-Bretagne. Ces campagnes télévisées montraient les conséquences abominables du sida. Des photographies étaient montrées et la dégénérescence du corps était mise en avant. Ainsi, ces images monstrueuses ont, d'après cette étude, été celles qui sont devenues les plus représentatives du sida et celles qui ont le plus marqué les esprits. Kitzinger constate donc que des images inspirant le dégoût s'impriment et se superposent à ce qu'elles représentent au point d'engendrer sa disparition. Les images dégoûtantes peuvent transférer ce caractère et ce qu'elles montrent, et créer une association dans la tête du spectateur. Ainsi, Kitzinger propose son interprétation de cette relation de manipulation et de persuasion entre le public et les médias. Le pouvoir de persuasion des médias se base sur des images choquantes, dégoûtantes et repoussantes qui vont frapper l'imaginaire collectif pour des raisons similaires au fait qu'elles ont captivé l'attention des médias. L'émotion, le ressenti sont des éléments importants de la manipulation et sont d'autant plus efficaces à travers l'image qu'à travers d'autres supports. L'image est donc un des supports les plus adaptés à la manipulation grâce à cette particularité. Soigner l'apparence, un facteur important de manipulation. La majorité des publicités utilisent des mannequins séduisants pour leur campagne de communication et surtout dans le but de vendre des produits ou des services. L'apparence physique rentre dans la catégorie des effets de halo. Cet effet se produit lorsqu'une des caractéristiques d'une personne domine la façon dont d'autres personnes la voient. Les personnes d'apparence agréable, physique, vestimentaire, etc., ont plus de chances de recevoir des traitements de faveur. Ainsi, elles reçoivent plus facilement de l'aide en cas de besoin et persuadent plus facilement. Hommes et femmes réagissent de la même façon. Ils sont aussi plus appréciés, écoutés et on leur prête diverses qualités morales et intellectuelles. La beauté est donc vendeur dans notre société et les personnes jugées agréables au regard ont plus de chances d'être influentes sur les spectateurs.
Ceci est par ailleurs une des raisons pour laquelle les influenceurs, connus et sollicités par les marques sur Instagram, sont en majorité séduisants et postent bon nombre de photos où leurs attraits physiques sont mis en avant. Une apparence physique séduisante entraîne aussi plus d'action, ce qui est utile pour les marques qui souhaitent vendre leurs produits. L'expérience de Reingen et Kernan en 1993 le prouve. Les personnes attrayantes réussissent presque 2 fois plus à pousser au don que les personnes moins attrayantes. On peut prendre l'exemple d'une affiche contre la guerre du Vietnam diffusée dans des campus américains et qui représentait 4 jeunes filles séduisantes sous la légende « Les filles qui disent oui aux garçons qui disent non à la guerre ». La paralysation du jugement et l'effort pour que le spectateur ouvre sa porte mentale à une idée avec laquelle il n'aurait normalement pas adhéré constituent ainsi cette manipulation. Cette manipulation est donc sournoise, car la raison qui est montrée pour que le spectateur approuve le propos est strictement différente du contenu du propos lui-même. En effet, dans cet exemple, la présence de jolies filles n'a aucun lien avec le fait de ne pas approuver la guerre du Vietnam. Cependant, étant donné qu'elles inspirent les qualités évoquées précédemment grâce à leur physique et que, par conséquent, elles suscitent elles-mêmes l'approbation, le spectateur va allier les deux idées et aura plus de chances d'approuver le message anti-guerre par cet amalgame entre une opinion et un sentiment totalement différent de celle-ci. Ce changement d'avis possible par la simple apparence physique a été mis en lumière dans l'expérience de Mills et Aronson en février 1965. Les participants de cette expérience ont significativement plus modifié leurs opinions face à l'argumentaire d'une personne attirante plutôt que face à une personne qui ne l'était pas forcément. Il y a ici une double manipulation qui utilise la beauté qui est vendeuse elle-même, mais aussi la technique de l'association. Ainsi, le biais cognitif de l'association pousse parfois le cerveau à associer des choses qui n'ont rien à voir entre elles. L'homme va donc s'efforcer de s'associer à des événements, choses, idées ou autres opinions qui sont positifs. C'est par ailleurs à cause de ce biais cognitif que les supporters d'une équipe se sentent personnellement diminués si leur équipe essuie une défaite, bien qu'eux n'aient pas joué. Ainsi s'entourer de succès, même s'il nous est lié de façon superficielle, renforce notre prestige extérieur. C'est aussi pour cela que les marques utilisent des personnes séduisantes dans leur communication. Le spectateur pourra devenir un client si le produit est associé à une caractéristique positive, la beauté par exemple. Il voudra alors se le procurer pour lui-même, s'associer à cette caractéristique et en profiter personnellement. Porter une marque, un vêtement de marque, ne vient pas simplement de l'attirance pour le produit. C'est aussi une volonté de porter des valeurs, des caractéristiques propres à la marque, comme le prestige ou encore la beauté. C'est d'ailleurs l'identité que s'est forgée la marque Abercrombie & Fitch en choisissant uniquement dans leur boutique et dans leur communication visuelle des mannequins musclés et torse nu. C'est aussi le cas avec les publicités de parfums qui associent une personne agréable au regard avec le produit, faisant ainsi s'identifier chaque personne qui le porte avec cette égérie. Cette forme de communication par la beauté fonctionne car le public souhaite s'associer à ce qui s'est lui-même associé au produit. C'est d'ailleurs pour cette raison que les marques cherchent les partenariats avec des influenceurs ou des célébrités pour que ces personnes transmettent leurs caractéristiques et ce qu'ils représentent à la marque ou au produit. Chaque spectateur de ces communications visuelles associant un mannequin au produit s'efforcera ainsi d'afficher ses liens avec ce produit dans l'espoir que la gloire rejaillisse sur lui. La beauté et l'association ne sont pas les seuls facteurs de manipulation visuelle liés à l'apparence du sujet représenté. En effet, d'autres cas de figure peuvent prôner des apparences différentes en utilisant d'autres techniques de manipulation. La similarité peut ainsi être utilisée si la cible de la communication visuelle est connue. En favorisant l'identification et en faisant éprouver au spectateur une certaine familiarité, celui-ci sera plus ouvert à la manipulation. Cette tendance à être davantage enclin à la manipulation face à une personne qui semble similaire a été démontrée par exemple à travers les expériences de Ornstein, Fish et Holmes en 1968 et celles de Garner en 2005. Ainsi, en reprenant les codes vestimentaires, les postures ou autres codes d'une catégorie de personnes ciblées sur une communication visuelle, il est possible de plus facilement convaincre ce public particulier. Avec d'autres modifications de l'apparence de la personne représentée sur la communication visuelle, comme la tenue vestimentaire, il est aussi possible de manipuler. En effet, certains accoutrements imposent une certaine autorité et ajoutent du sérieux et de la crédibilité au message. Le simple port d'une blouse blanche
par la personne représentée lui donnera de l'autorité et apportera à l'image un plus grand pouvoir de manipulation. Tout comme les uniformes de police, la blouse blanche se réfère aux médecins et aux scientifiques qui savent. C'est un symbole de savoir. Le public a donc une grande confiance en eux car ils ont une autorité légitime. Ceci a notamment été prouvé avec l'expérience de Milgram en 1963. Cette expérience montre que le port de la blouse blanche augmente le degré d'obéissance des individus et analyse le processus de soumission à cette autorité. Cette expérience est connue et a été réitérée de nombreuses fois, ayant toujours des résultats similaires. C'est pour ces raisons que des images de publicité pour du dentifrice par exemple se basent essentiellement sur un acteur en blouse blanche qui vante le produit. En résumé, le trop-plein d'informations est nocif, donc on filtre en masse. Ça ne va pas en s'arrangeant, alors on ne s'encombre que du strict nécessaire. Il faut agir vite pour ne pas rater son tour, alors nous sautons directement aux conclusions. Le manque d'informations rend confus, donc on remplit les trous. Mais les solutions que nous avons trouvées pour régler les problèmes peuvent nous jouer des tours. Nous ne voyons pas tout, et certaines des informations que nous écartons ou que nous filtrons sont en fait utiles et importantes. Notre mémoire renforce les erreurs. Une partie des choses dont nous nous rappelons le plus tard rendent les systèmes cités ci-dessus encore plus biaisés et plus dommageables pour nos processus de pensée. Les décisions rapides peuvent être complètement nulles. Certaines des conclusions auxquelles nous sautons sont injustes, égoïstes et contre-productives. Notre quête de sens peut générer des illusions. Nous imaginons parfois des détails qui ont été placés là par nos suppositions et construisons des intentions et des histoires qui n'existent pas vraiment. Nécessité de faire le tri. Il y a tout simplement trop d'informations dans le monde. Nous n'avons pas d'autre choix que d'en filtrer la quasi-totalité. Notre cerveau utilise quelques trucs simples pour choisir les bouts d'informations qui sont les plus susceptibles de finir par être utiles. Nous remarquons ce qui a déjà été amorcé dans la mémoire ou ce qui est souvent répété. Les choses bizarres, drôles, visuellement frappantes, anthropomorphiques sont plus marquantes que celles qui ne le sont pas. Lorsqu'un élément change, nous le remarquons. Nous sommes attirés par ce qui confirme nos propres convictions. Nous remarquons les failles des autres plus aisément que les nôtres. De quoi devons-nous nous souvenir, ou pas? Il y a trop d'informations dans l'univers. Nous ne pouvons nous permettre que de nous occuper des morceaux qui sont les plus susceptibles de nous être utiles dans le futur et nous devons constamment faire des compromis et des paris en ce qui concerne ce dont nous allons nous rappeler ou oublier. Par exemple, nous préférons généraliser plutôt que de nous occuper de cas spécifiques, car cela prend moins d'espace de stockage. Et lorsqu'il y a vraiment trop de détails, nous en piochons quelques-uns et ignorons le reste. On appelle cela l'auto-renforcement. Nous stockons différemment les souvenirs selon la façon dont ils ont été expérimentés. Nous réduisons les événements et listes à leurs éléments clés. Nous effaçons des spécificités pour former des généralités. Nous modifions et renforçons quelques souvenirs après coup. Nécessité d'agir vite. Nous sommes contraints par le temps et l'information, et nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser nous paralyser. Sans la capacité à agir vite face à l'incertitude, notre espèce aurait certainement disparu il y a déjà bien longtemps. Chaque fois que survient un nouveau bout d'information, nous devons faire de notre mieux pour évaluer notre capacité à agir sur la situation, l'utiliser pour modifier nos décisions, s'en servir pour simuler ce qui pourra advenir dans le futur et, à tout le moins, travailler à modifier notre point de vue sur le monde. Nous préférons les options simples en apparence et une information complète aux options complexes et ambiguës. Pour éviter les erreurs, nous sommes motivés à préserver notre autonomie et notre statut au sein d'un groupe et à éviter les décisions irréversibles. Pour accomplir des choses, nous avons tendance à terminer ce qui nous a déjà coûté en temps et en énergie. Pour rester concentrés, nous privilégions ce qui est immédiat et signifiant juste devant nous. Pour agir, nous devons être sûrs que nous pouvons avoir une influence et sentir que ce que nous faisons est important. Pas assez de sens. Le monde est très déconcertant et nous ne sommes capables que d'en percevoir une petite partie, alors qu'il nous est nécessaire d'en tirer du sens afin de survivre. Une fois que le flot réduit d'informations nous est parvenu, nous relions les points, comblons les blancs avec ce que nous pensons déjà savoir et mettons à jour nos modèles mentaux du monde. Nous projetons notre état d'esprit et nos suppositions actuelles sur le passé et le futur. Nous pensons savoir ce que les autres pensent.
Nous simplifions les probabilités et les nombres pour qu'ils soient plus faciles à appréhender. Nous nous figurons les choses et les gens que nous apprécions ou qui nous sont familiers meilleurs que les autres. Nous extrapolons des attributs sur la base de stéréotypes, de généralités et d'antécédents. Nous projetons des histoires et des motifs, y compris à partir de données éparses.